Oui, avant de passer la parole à Pierre Cochat qui va nous parler de diététique, je voulais rappeler qu'aujourd'hui c'est la journée européenne du don d'organes. Donc vous savez que ça me tient à cœur, voilà, parce que j'ai la chance d'être greffée. Donc voilà, pensons à faire passer ce message qu'il faut, il faut donner dans la mesure du possible. Voilà, je passe la parole à Pierre, merci. Bien sûr, tout à fait d'accord. C'est très important d'en parler et tu as raison. Donc, on va parler de diététique avec des petits changements dans le programme, puisque Charlotte Garnier, qui est une diététicienne qui travaille dans mon équipe d'ailleurs, a eu un empêchement, ne pourra pas venir. Mais bon, j'essaierai de faire face aux éventuelles questions. Donc, on va parler de la diététique à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Chez l'enfant, je m'en occuperai et je répondrai à vos questions. Et pour ce qui est de la problématique des adultes, on aura le docteur Maxime Touzeau de Paris et une diététicienne, Emma Bellissa, qui coordonne l'ETP RENIF. Et surtout, on aura le témoignage d'une patiente, Lily, qui permettra peut-être de faire le lien entre les deux présentations comme indiqué sur le programme. Donc, si vous êtes d'accord, je vais commencer. C'est toujours Christian et Catherine qui sont les modérateurs. Vous me donnez la parole. Oui, le temps d'activer le micro et on te donne la parole. Mais voilà, on n'a pas de volonté de censure. Hein, t'en fais pas. J'espère bien. D'accord. Bon, donc, on va donc parler de la diététique dans les maladies rénales de l'enfant. Merci de passer la diapo suivante. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt et je voulais simplement positionner, j'ai envie de dire quand même ma perception de la diététique qui a beaucoup évolué au cours de mon expérience et des expériences que j'ai pu partager avec d'autres. Et je me souviens d'ailleurs que quand j'étais j'étais interne à Necker dans le service du professeur Broyer. Et à l'époque, j'avais co-rédigé un chapitre de diététique avec Anne-Marie Dartois, dont certains se souviennent peut-être, qui était un des piliers de la diététique à l'époque, mais avec une rigueur et une part de rêve, il faut l'avouer, que j'ai perdu au fil des années pour me rapprocher des aspects les plus pratiques. Alors, sur cette diapo, j'ai d'abord indiqué les grands principes et vous voyez que les apports nutritionnels sont théoriquement essentiels, mais avec différentes choses. Il y a ce qui est indispensable selon la maladie en cause, et ça peut être très spécifique. Il y a ce qui permet d'améliorer le bien-être. Il y a ce qui permet d'améliorer les examens biologiques, ce n'est pas toujours ce qu'on recherche, et puis il y a ce qui est dangereux. Donc, il va falloir faire un petit peu le tri dans tout ça, et on pourra revenir sur ces différents points si vous le souhaitez. J'ai fait une présentation assez courte pour laisser une large part aux questions. Je pense aussi que, et particulièrement en tant que pédiatre, manger est une priorité et un plaisir. Une priorité à tout âge. Hein, les nourrissons, ils braillent parce qu'ils veulent manger. Et les ados, la seule question qu'ils posent toute la journée, c'est quand est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on mange. Donc, c'est vraiment une vraie priorité. Il faut le respecter. Et je pense que c'est vraiment à nous de nous adapter pour respecter ce concept de qualité de vie et aussi de normes sociales. Qualité de vie parce qu'on mange quand même 3 fois par jour, 4 fois, 5 fois des fois. Ça dépend des âges, je parle des enfants. Et puis, c'est une norme sociale parce que c'est aussi un lieu de rencontre. C'est là qu'on échange, c'est là qu'on compare ce qu'on mange, c'est là qu'on mange avec d'autres. Donc, on doit toujours essayer de s'aligner sur ce qu'on peut manger avec les autres. Donc, les objectifs de tout ça, c'est qu'il ne faut surtout pas, et c'est ça que j'ai appris, transformer la diététique en contrainte. Jamais, jamais, parfois même au prix de traitements différents ou différenciés pour permettre une meilleure adaptation diététique. Il faut aussi anticiper et prévenir les conflits et les chantages intrafamiliaux. Alors, anticiper, quand le médecin dit il ne faut pas manger de ci ou pas manger de ça, ou manger plutôt ci, plutôt ça,
soit les gens le respectent à la lettre, soit ils ne le respectent pas. Je me demande si j'aime pas mieux le deuxième groupe, parce qu'au moins on sait à quoi on a affaire. Quand ils le respectent à la lettre, c'est très difficile. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et quand on commence à dire qu'il faut une restriction en protéines, par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais combien de grammes de viande il va falloir donner à midi ou le soir. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ces considérations-là. En tout cas, je ne le pense plus. Et il ne faut pas que ça devienne un souci pour les parents. Il faut que ce soit tout à fait acceptable. Et il ne faut pas non plus que ce soit un chantage, soit des parents vers l'enfant, soit de l'enfant vers les parents. Les deux sens sont possibles. Ensuite, je pense qu'il faudra bien relativiser ce que l'enfant suivra des conseils donnés, parce qu'il y a plusieurs étages à la fusée. C'est-à-dire que nous, on voit des gens en consultation, on va leur dire, ben voilà, il faut faire ci ou ça. Déjà, les parents et les enfants n'ont pas toujours la même lecture de ce qu'on va leur dire. Et puis ensuite, ils vont faire leur cuisine, j'ai envie de dire, c'est un terme adapté à la maison, et partager la perception de chacun et l'adapter à la vie de chaque individu. Donc, il faut relativiser ce qu'on dit, ce qu'on souhaite, et ce qui sera fait en réalité. Et ça, c'est là aussi l'expérience qui montre qu'il y a un hiatus encore plus important dans le domaine diététique que dans le domaine du médicament. Et de ce fait-là, je pense qu'il faut privilégier, comme dans la vie en général d'ailleurs, ce qui est essentiel. Il faut aller droit au but, écarter ce qui peut être dangereux, et puis affirmer ce dont on est certain qu'il y a un bénéfice. La diététique, en fait, dans l'insuffisance rénale en particulier, dans les maladies rénales, parce que je ne veux pas parler que de l'insuffisance rénale, mais dans les maladies rénales, agit rarement seul. Hein. Il y a peu de maladies. Il y en a pour lesquelles la diététique est vraiment le traitement numéro un, mais souvent ça vient en complément d'autres choses, comme les médicaments, l'hydratation, l'activité physique, etc. La suivante. Alors, je vais essayer de vous présenter la diététique sous différents aspects, et l'aspect qui est commun pour beaucoup, et là je ne sais pas spécifique à la pédiatrie d'ailleurs, hein, je m'excuse par rapport aux orateurs suivants qui parleront des adultes, mais on va se retrouver sur plusieurs domaines. Il y a toutes les situations où il y a ce qu'on appelle un risque rénal. Un risque rénal, c'est le schéma, c'est le rein unique. C'est-à-dire que, vous savez, quand on dit qu'on a un rein unique, bah, tout va bien, quoi. En fait, oui, tout va bien, sauf quand ça va plus bien. Et ça va plus bien quand on n'a pas pris les mesures nécessaires à la protection de ce que j'appellerais un capital rénal réduit. Cette notion de capital est importante parce que finalement, toutes les situations à risque rénal, c'est toutes les situations où le capital rénal est amputé. Alors, il peut être amputé par des maladies génétiques, il peut être amputé par de la chirurgie, il peut être amputé par de l'infection, il peut être amputé par des maladies inflammatoires, peu importe, on n'a pas le capital rénal qu'on devrait avoir. Donc, on est en situation de risque rénal. Donc, très tôt, il faut mettre en place des mesures préventives. Et ces mesures préventives, là, pour le coup, reposent en grande partie sur des précautions alimentaires. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est quand on sait qu'on a une maladie connue, plus ou moins évolutive. Je prends l'exemple, puisque plusieurs personnes sont affectées ici, la polykystose. La polykystose, c'est un très très bon modèle vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que quand un enfant naît avec une polykystose, il a un capital rénal qui est de 100%, il n'a aucun problème de capital rénal. Et puis, au fil de sa vie, ce capital rénal va diminuer du fait de la progression des kystes et des lésions du parenchyme rénal qui sont associées. Donc, c'est un très bon modèle pour comprendre ce qu'est le risque rénal. On part d'un risque rénal qui n'est que théorique. Le risque rénal théorique, c'est cet enfant a une polykystose, mais néanmoins, il a un capital rénal de 100%. Et au fil des années, il va se réduire. Donc, pour prévenir les conséquences de cette réduction du capital rénal, et même pour le ralentir, il y a actuellement un consensus international pour mettre en place le plus tôt possible ce qu'on appelle une néphroprotection. Il y a deux niveaux. Il y a la néphroprotection non médicamenteuse et la néphroprotection médicamenteuse. Et la diététique trouve toute sa place dans la néphroprotection non médicamenteuse qu'il faut mettre en place très tôt. Et c'est une chose qu'on fait
dès le stade pédiatrique, y compris dans les polykystoses, dont on dit que la polykystose, c'est une maladie qui s'exprime à l'âge adulte, etc. Oui, bien sûr, les grosses choses s'expriment à l'âge adulte, mais avec tout ce qu'on sait sur cette maladie, on serait des grands incompétents si on ne tenait pas compte de cette potentielle réduction du capital rénal au fil des années. Alors, comment protéger la fonction rénale ? Eh bien, c'est la normalisation des apports sodés. Ce n'est pas la réduction des apports sodés, c'est la réduction par rapport à ce que font les Français dans la plupart des cas. On mange beaucoup trop salé, vous savez qu'il y a du sel absolument partout dans l'alimentation, qu'on est poursuivi par le sel, et que manger normalement, c'est manger en gros 5 ou 6 fois les apports sodés qui sont finalement recommandés. Donc, il faut simplement normaliser les apports sodés avec des conseils simples. Il ne faut pas peser, il ne faut pas acheter des aliments spécifiques. On est dans le préventif, on n'est pas dans le curatif de quoi que ce soit. Donc, il faut simplement se donner une hygiène de vie dans laquelle on va éviter, d'une part, de ressaler, éduquer les enfants pour une alimentation peu salée, ça c'est important aussi. L'exemple classique qu'on nous donne tout le temps, c'est les frites. Les frites, c'est pas bon quand c'est pas salé. Les enfants mangent tous beaucoup de frites, elle est sale. Ça fait des apports de sel considérables. Et c'est tout aussi bon quand on les mange pas salées. Moi, je mange des frites sans sel depuis des années. C'est extrêmement bon et c'est une question d'habitude alimentaire. Donc ça, c'est le premier cas. La deuxième attitude vis-à-vis du sel, c'est de limiter les aliments qui sont spontanément salés. Alors, je dis bien, non, j'ai dit éviter. En fait, il faut limiter les aliments spontanément salés. Et les aliments spontanément salés dans la diététique de tous les jours, c'est principalement le fromage. On n'y pense pas suffisamment. Les gens mettent toujours le fromage un petit peu à part. Donc le fromage, ça apporte quand même beaucoup de sel. Et de graisse, bien sûr, mais de sel. Et ça apporte. Et il y a aussi la charcuterie. Alors, la charcuterie, il faut toujours se méfier par rapport aux aspects religieux de la charcuterie, mais il faut que vous sachiez aussi que les musulmans mangent des charcuteries qui leur sont propres, mais mangent aussi beaucoup de charcuterie. Donc, il ne faut pas ne pas limiter la charcuterie aux musulmans simplement du simple fait qu'ils sont musulmans. Ils ont leur charcuterie qui apporte beaucoup de sel aussi. Donc, cette notion de charcuterie doit être vraiment étendue à tout le monde. Et puis, classiquement, il y a tout ce qui est biscuits apéritifs qui sont très salés. Je crois que dans ces cas-là, moi, ce que je recommande, c'est que ne pas ressaler, oui, ça c'est tous les jours et pour tout le monde. Alors, c'est parfois difficile à la cantine, il faut faire un compromis avec le soir à la maison. Limiter le fromage à un morceau raisonnable par repas. Il ne faut pas non plus leur couper le fromage. Ça a aussi d'autres avantages en termes de laitage et de calcium. Et par rapport à la charcuterie, je la recommande une fois par semaine. Ce n'est pas une hérésie d'en prendre une fois par semaine. Et tout ce qui est biscuit apéritif, ça peut être une fois par semaine aussi. On ne prend pas l'apéritif tous les jours. En tout cas, je le pense, je l'espère. Voilà, donc avec ces recommandations-là, on est dans un schéma assez simple, qui est faisable, qui n'oblige à aucune mesure spécifique et ça peut rentrer dans une vie tout à fait normale. Ensuite, les apports protéiques, c'est un petit peu la même chose. Les apports protéiques, les protéines qui sont à forte valeur protéique, j'ai envie de dire, azotées, c'est surtout les protéines animales. Et les protéines animales, c'est la viande, les œufs, le poisson. Et la recommandation, elle est simple. Il ne faut surtout pas peser, quantifier, mais la recommandation, c'est de prendre viande ou œufs ou poisson à un seul des repas. Et on peut remplacer ça par des féculents, par exemple, qui ont souvent mauvaise presse, mais qui sont des très bons aliments, ou des céréales à l'autre repas. Alors, ces apports protéiques, il ne faut pas trop les réduire non plus, parce que les enfants en particulier ont aussi besoin de protéines pour grandir, pour constituer leur squelette, leur masse musculaire et leur organisme dans sa globalité. Et donc, il faut simplement les normaliser. J'insiste bien, aussi bien pour le sel que pour les protéines, sur cette notion de normalisation. Et puis après, on quitte la diététique, mais la néphroprotection non médicamenteuse, c'est aussi d'éviter tout ce qui est néphrotoxique, et notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont donnés souvent largue à main nue et qui sont en vente libre, comme l'Advil, c'est le plus connu, je cite souvent celui-ci. Éviter le surpoids et l'obésité, c'est des facteurs de risque. Éviter le tabagisme. Et je ne l'ai pas indiqué, mais c'est aussi une évidence, favoriser l'activité physique, on en parlera cet après-midi. Et puis,
quand tout ça ne suffit pas, mais là on rentre dans un domaine qui est différent, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre pour être complet, l'étape suivante, c'est la néphroprotection médicamenteuse. Certains médicaments comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, l'exemple c'est par exemple l'enalapril par exemple, ou les antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2, comme le candesartan par exemple, ou le losartan, sont des produits qui protègent le rein, qui ont un effet anti-protéinurique, anti-albuminurique et qui protègent la fonction rénale. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, hein, loin de là, mais malgré tout, quand des maladies évoluent et quand une réduction du capital néphronique évolue, on est parfois amené à prescrire ces médicaments. La suivante, Nicolas. Alors, il y a des situations, et là je vous ai donné la globalité par rapport au risque de réduction du capital néphronique, mais en néphrologie, et il y en a qui vont être concernés parmi vous, puisqu'on est dans les maladies rénales rares, il y a des maladies qui nécessitent des précautions toutes particulières parce qu'il y a un risque vital. Parfois, la diététique a un risque vital. Alors, il n'y a pas énormément de situations, mais quand même quelques-unes. Il y a le diabète insipide néphrogénique. C'est une maladie très rare qui concerne le plus souvent les garçons, pas uniquement, mais le plus souvent, pour lesquels il n'y a pas de gravité à long terme. C'est une maladie notamment qui ne donne pas d'insuffisance rénale à long terme, mais qui peut donner des épisodes de déshydratation absolument majeurs. Et il n'est malheureusement pas exceptionnel que le diagnostic dans une fratrie soit fait après le décès d'un enfant. J'entends quelqu'un qui parle. Je ne sais pas si c'est une question. Non, c'était un micro qui était mal fermé. Ça marche. Désolé. Oui, donc dans cette maladie, les apports hydriques doivent être absolument ajustés, tout comme la diététique en elle-même. Je ne vais pas vous faire tout le mécanisme du diabète insipide néphrogénique, mais en gros, c'est des enfants qui pissent de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau, mais pas le reste. Donc, il faut leur donner un régime, ce qu'on appelle hypoosmolaire, et ça veut dire qu'il faudra notamment réduire, là pour le coup, considérablement, et de manière calculée, et de manière adaptée, les apports notamment en sel, en sodium. Donc, vous voyez qu'il y a des situations comme dans cette maladie où l'équilibre entre l'hydratation et les apports osmotiques sont extrêmement importants et sont vitaux. C'est une maladie qui est grave dans les premières années de la vie à cause de ça. Donc, on a toujours peur et ça fait partie des risques. Hein, quand un enfant a un diabète insipide néphrogénique, il doit avoir sur lui ou au minimum sur son carnet de santé l'indication du diagnostic pour qu'en cas de déshydratation, on prenne 1000 fois plus de précautions que pour n'importe quel autre enfant. Une autre situation, c'est l'hyperoxalurie primitive. Alors, le danger vital est peut-être moins important que dans le diabète insipide néphrogénique, mais chez les petits-enfants, on sait que si on ne fait pas une hydratation suffisante, qui doit être colossale, l'hydratation dans cette maladie doit être colossale pour diluer l'oxalate dans l'urine, on doit absolument les hydrater de manière très importante et sur 24 heures. Et vous voyez sur la droite que dans cette situation, on est souvent amené à mettre en place une sonde nasogastrique ou une gastrostomie, comme sur la petite photo, pour pouvoir les hydrater suffisamment, sinon la maladie va s'aggraver. Et puis, il y a des situations d'insuffisance rénale chronique, là encore chez l'enfant, où quand cette insuffisance rénale démarre très tôt, dès la naissance, ce qui est malheureusement pas exceptionnel, notamment dans toutes les malformations de l'appareil urinaire, il y a un risque de dénutrition qui est très important, très rapide, et qui va compromettre parfois le développement psychomoteur de l'enfant. Donc, on sait très bien que la carence protéino-énergétique dans les tout premiers mois, les toutes premières années de la vie, sont des pénalités, non seulement pour la croissance staturopondérale, mais aussi pour le développement psychomoteur de l'enfant. Et à cela s'ajoute, et là je rejoins tout à fait la néphrologie des plus grands et des adultes, le risque, vous le savez, de l'hyperkaliémie qui peut être mortelle à tout âge. L'excès de potassium dans le sang peut être mortel. Donc, il y a des médicaments qui font baisser le potassium, bien sûr, mais la première étape, ce n'est pas les médicaments, c'est d'abord d'ajuster la diététique pour qu'elle ne soit pas trop riche en potassium. Et classiquement, on cite toujours le chocolat et les bananes. Alors, c'est difficile, hein, parce que quand vous dites à un enfant qu'il va falloir le passer de chocolat
et de banane, parce que c'est un des fruits préférés des enfants, hein, ça s'épluche bien et ça se mange facilement, c'est le fruit idéal pour les enfants, eh ben, on est très mal vu. Donc il faut savoir que vis-à-vis de ça, je ne suis pas du style à insister sur les débats nutritionnels, vous l'avez compris, mais vis-à-vis de ça, on ne rigole pas. Donc, dans ces trois situations, pour des questions pratiques, on est parfois amené à utiliser des moyens mécaniques un peu agressifs et chez des tout petits enfants, soit pour apporter suffisamment d'eau, soit pour apporter les éléments nutritifs essentiels, on a recours à une sonde nasogastrique. Plutôt d'ailleurs, on a recours à une gastrostomie parce que la sonde nasogastrique, c'est d'abord, ça se voit, c'est pas beau, ça peut faire mal, ça peut irriter, ça peut s'infecter. On met des fois une sonde nasogastrique quand c'est temporaire et ou alors en attente de la pose d'une gastrostomie. La gastrostomie, c'est un petit bouton, vous voyez, qu'on met sur l'abdomen et qui permet de communiquer directement avec l'estomac. C'est pas très joli. C'est pas très commode pour les douches et tout ça, mais c'est quand même bien mieux accepté que le tuyau dans le nez que tout le monde voit, et notamment à l'école. La diapo suivante. Nicolas. Voilà, donc je vous donne quelques mots là pour la gastrostomie et diabète insipide néphrogénique, et c'est juste pour vous montrer que vous avez l'impact de la qualité de l'hydratation en haut sur le poids et en bas sur la taille. Et vous voyez que quand on leur met là, je ne peux pas vous montrer, mais sur les histogrammes qui sont à gauche, c'est au tout début de la prise en charge. Ensuite, c'est au milieu, c'est au moment de la mise en place de la gastrostomie. Et à droite, c'est au dernier examen. Et ce qu'il faut voir, c'est les enfants, la colonne qu'on voit le mieux, là, celle qui est en bleu foncé, c'est les enfants qui ont un retard de taille. Et vous voyez que le retard de taille, il est très important au moment de la mise en place de la gastrostomie, ce qui est logique. Merci de rester sur... Voilà. Donc c'est logique puisque c'est pour ça qu'on leur met la gastrostomie, mais ne regardez que les colonnes bleues, vous voyez qu'au dernier examen, c'est-à-dire le groupe de barres de droite, vous voyez que les colonnes bleues sont beaucoup plus petites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'enfants qui ont un retard de taille et de poids insuffisant, important. Donc ça vous montre bien le bénéfice direct de la mise en place de cette gastrostomie. Et vous avez accessoirement les enfants qui grandissent très très bien, c'est-à-dire les barres violettes et bleu turquoise. Vous voyez qu'on n'a pratiquement pas sur le groupe de colonnes du milieu qui montre la mise en place de la gastrostomie, et on a beaucoup plus sur le groupe de barres de droite. La diapositive suivante. Donc là, on a vu les situations où il y avait un risque vital. Maintenant, on va voir les situations où la diététique est essentielle pour des raisons, alors on joue un peu sur les mots, hein, vital, essentiel. Essentiel, c'est un petit peu le niveau d'en dessous. C'est soit pour l'aspect extérieur, c'est important, l'aspect qu'on peut avoir quand on a un excès de poids, quand on a une obésité, etc. Ça impacte quand même l'image de soi, et donc c'est vraiment des éléments qui sont à considérer comme essentiels. Et là, il y a plusieurs situations pour lesquelles il y a des précautions diététiques à prendre. Alors, si je les déroule, il y a la corticothérapie, quelle qu'elle soit chez un greffé ou dans une maladie chronique qui va justifier une corticothérapie, comme beaucoup de syndromes néphrotiques. Là, il va falloir jouer sur plusieurs éléments en sachant bien ce qu'on fait. C'est-à-dire que les glucides, c'est important de réduire les glucides et notamment les sucres courts. Ce qu'on appelle les sucres courts ou sucres rapides, c'est ceux qui ont le goût de sucré. Hein, pour être simple, c'est ceux qui ont le goût de sucré. Il faut faire très attention parce que c'est eux qui sont responsables de la prise de poids lors des corticothérapies des syndromes néphrotiques, par exemple. Alors ça aussi, c'est difficile de dire aux enfants plus de sucré, c'est une vraie sanction. Mais on est obligé pendant quelques temps, alors pas pendant tout le temps, mais uniquement pendant que la corticothérapie est importante, de limiter les sucres. Les protéines, c'est l'inverse. Les protéines, les corticoïdes font, j'ai envie de dire, font surconsommer les protéines de l'organisme, ont tendance à entraîner un déficit musculaire, un déficit osseux en protéines. Et au contraire, les protéines, il faut en apporter. Et le sodium, la réduction du sodium sous cortisone, on en fait souvent tout un plat.
Là, il faut être assez réaliste. C'est vrai que sous cortisone, on peut avoir, pour des raisons hormonales et non pas pour des raisons d'apport sodé, on peut avoir une augmentation de la pression artérielle. C'est en général, quand la corticothérapie est à dose relativement importante, il faut réduire les apports sodés, mais là encore, en les normalisant simplement. Donc, si vous voulez, derrière la corticothérapie, souvent les gens disent « Ouh là là, il faut manger sans sel, etc. » Ce n'est pas vrai. À mon avis, s'il y a une priorité, en tout cas en pédiatrie, c'est la limitation des aliments au goût sucré. Et le reste, je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour les transplantés, c'est vrai que la diététique, normalement, c'est le bonheur, parce que tout ce qui était interdit en dialyse devient souvent permis après transplantation, et c'est une des bonnes raisons de sa bonne acceptation. Mais il y a des petits bémols. Les petits bémols, ils viennent de la fonction rénale, c'est-à-dire que malheureusement, quelques greffes ne marchent pas très bien et on se retrouve en situation d'insuffisance rénale chronique. Donc, on revient à la case départ du risque rénal. Ensuite, il y a certains médicaments qui vont avoir des impératifs alimentaires. Et là encore, je reviens sur la corticothérapie. Actuellement, en pédiatrie, on fait de moins en moins de greffes avec corticoïdes. Donc, on est un petit peu libéré de ce côté-là. Mais ça peut être un facteur qui va faire revenir à la ligne précédente. La tension aussi, chez certains patients hypertendus, il va falloir qu'on ajuste un petit peu la diététique. Et puis, en situation d'obésité, ce qui peut arriver aussi, l'obésité, elle peut avoir deux raisons après transplantation. La première, c'est de la faute des médecins qui donnent trop de cortisone. Et la deuxième, c'est de la faute des patients qui se lâchent un petit peu une fois qu'ils sont greffés par rapport à la période en dialyse où ils ne pouvaient rien manger. Donc l'obésité, malheureusement, est fréquente après greffe et dans ce cas-là, ça va forcément entraîner des restrictions alimentaires. En dialyse, les restrictions dépendent beaucoup des modalités de dialyse. La dialyse péritonéale permet une alimentation plus souple, tout simplement parce qu'elle est en application quotidienne. Donc l'alimentation et l'hydratation est un petit peu plus souple en DP. L'hémodialyse conventionnelle, c'est sûrement la plus restreignante, j'ai envie de dire, parce que justement, il y a le problème de la prise de poids, il y a le problème des week-ends avec 2 jours qui se passent comme ça. C'est un petit peu plus difficile à gérer, surtout quand il n'y a pas de diurèse. Et puis, en dernier, j'ai mis l'hémodialyse quotidienne qui, elle aussi, se rapproche un petit peu de la DP pour ça. Certes, elle est quotidienne, donc c'est un inconvénient, mais certes, elle est quotidienne, donc c'est un avantage parce que ça permet d'épurer et de soustraire plus rapidement et plus au jour le jour les apports hydriques et éventuellement alimentaires. Donc ça va dépendre, bien sûr, les contraintes vont dépendre de la diurèse, vont dépendre de l'âge et vont dépendre des traitements associés. Quand il y a une hypertension artérielle, le plus souvent, on est amené à réduire les apports sodés. Et puis il y a une situation qui est un peu particulière, qui est parfois difficile à comprendre pour certains patients, c'est toutes les maladies rénales où il y a une atteinte du tubule rénal, qu'on appelle les tubulopathies. Et beaucoup de tubulopathies entraînent une fuite de sodium. Donc là, c'est l'inverse. On va au contraire saler, on va prescrire du sodium, et des fois des quantités de sodium absolument phénoménales. Ce qui fait que là, la difficulté, elle est dans notre camp, mais on a parfois des situations assez difficiles à gérer où on a à la fois une tubulopathie et une insuffisance rénale. Et on a une première partie où la tubulopathie est prédominante et il va falloir donner beaucoup de sodium. Et puis, au fil du temps, la tubulopathie devient moins importante et c'est l'insuffisance rénale qui prend le dessus. Et là, on va réduire un petit peu de sodium. Donc, c'est le cas notamment des malformations urinaires. Et ça, c'est parfois difficile à gérer pour nous et difficile à comprendre pour les patients, à juste titre, parce qu'on part d'une quantité où on donne des gélules de sodium tellement ils ont besoin d'avoir des apports sodés, à une période, quelques années plus tard, où on leur dit on limite le sel. Ensuite, il y a les hypercalciuries. Il y a pas mal de maladies, notamment lithiasiques, qui sont associées à une hypercalciurie. Et là, il y a des fausses logiques. Des fausses logiques, c'est que comme il y a une hypercalciurie, les gens se disent je vais manger moins de calcium, donc je pisserai moins de calcium. C'est complètement faux. Dans ces maladies, on pisse beaucoup de calcium parce que le tubule rénal ne le retient pas assez. Et si vous pissez beaucoup de calcium et qu'en plus vous en mangez plus assez,
vous négativez complètement votre capital de calcium et ça peut entraîner des conséquences bizarrement sur le squelette. Et on voit dans ce cas-là des situations d'ostéopénie, d'ostéoporose avec des risques de fractures, notamment à l'âge adulte. Et il faut absolument éviter ça en maintenant des apports absolument normaux de calcium. Par contre, et ça peut paraître bizarre, mais c'est un petit peu les mystères de la néphrologie, il faut savoir que le sodium et le calcium suivent un petit peu le même chemin dans les urines. Donc, si on veut réduire l'excrétion urinaire de calcium, il est logique de réduire l'élimination urinaire de sodium. Et pour réduire l'élimination urinaire de sodium, eh ben, on réduit les apports sodés. Donc, vous voyez, la réduction de l'élimination urinaire du calcium passe, en partie au moins, par la réduction des apports en sodium. Donc, ça fait partie intégrante du traitement. Et puis, l'eau fait partie du traitement de toutes les maladies lithiasiques parce que ça permet de diluer les urines. Et vous savez tous que le risque de cristallisation des urines, il est lié à la concentration de ce qui va cristalliser. Donc, plus on met de l'eau, plus c'est dilué et moins ça cristallise. Et puis, dans la cystinurie, c'est une maladie lithiasique, donc le raisonnement pour l'eau reste exactement le même, mais en plus, on va éliminer ou limiter certains aliments qui sont riches en méthionine et beaucoup riches en protéines, parce que c'est des précurseurs de la cystine. Donc ça augmente la quantité de cystine qui va apparaître dans les urines, et là aussi, ça peut avoir un intérêt. Et puis on va limiter aussi les apports sodés, parce que là aussi, on a un petit peu le même mécanisme que pour le calcium. L'excrétion urinaire du sodium est souvent associée à une excrétion urinaire augmentée de cystine. La suivante. Là, c'est juste pour vous montrer ce que font les gens chez les petits-enfants en dialyse péritonéale. Vous avez différents pays, si vous regardez l'histogramme en haut à gauche, vous avez différents pays ou différentes régions du monde et vous voyez les différentes pratiques. Vous avez les gastrostomies en vert, vous voyez que c'est vraiment pays dépendant. Vous avez les sondes nasogastriques en bleu, la simple supplémentation orale en orange et pas de supplément alimentaire en gris. Alors, on peut se demander pourquoi il y a autant de différences. Je pense que c'est lié à la fois aux pratiques, aux moyens, mais pas aux patients, parce que la distribution de ces patients est à peu près la même dans le monde. Donc, ça montre bien que les pratiques ne sont pas partout les mêmes, même s'il y a des recommandations internationales. Quoi qu'il en soit, si vous regardez l'impact sur la survie, vous voyez que c'est très important parce que le fait d'avoir un poids normal ou un poids insuffisant conditionne la survie. Alors, il y a d'autres paramètres qui interviennent, c'est toujours difficile de juger d'un seul paramètre comme ça, mais la survie des patients pédiatriques est impactée par la bonne ou la mauvaise nutrition de ces patients. La suivante. Alors, pour favoriser tout ça, vous voyez que ça prend beaucoup de temps, j'ai été très bavard et je le suis aussi avec les patients. Alors c'est un avantage, mais c'est un inconvénient aussi parce qu'on a beaucoup de monde à voir. Et heureusement, on a la chance de travailler avec des diététiciennes et malheureusement, la diététicienne avec laquelle je travaille n'est pas là, mais je vous assure qu'elle est absolument remarquable et passionnée par son métier. Et il faut un profil un petit peu particulier, avec bien sûr une formation spécifique aux maladies rénales. La première fois qu'elle a dû prendre en charge un tout petit bébé qui avait un diabète insipide néphrogénique, je peux vous dire qu'elle était complètement perdue et paniquée, mais elle s'est très bien débrouillée. Mais c'est vrai que pour une diététicienne qui sort de l'école de diététique, leur maîtrise du diabète insipide néphrogénique n'est pas excellente, surtout chez le nouveau-né. Ensuite, il faut bien harmoniser les prescriptions entre médecins et diététiciens. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, parce que des fois, on a des dialogues un peu différents. Non pas que les fondements sont différents, on a les mêmes bases, mais la sévérité, j'ai envie de dire, avec lesquelles on les prescrit, avec lesquelles on les recommande, peut être très différente. Et le schéma classique, c'est la diététicienne qui va vous dire qu'il faut tel ou tel équivalent sodium, tel ou tel équivalent calcium, et le médecin derrière qui va dire ouais, bon, c'est pas trop important, vous faites un peu comme ci, un peu comme ça, exactement comme je viens de le faire. Sauf que ce que je vous dis, je le dis en accord avec ma diététicienne parce que on a échangé sur la façon de dire, la façon de faire et le rôle qu'avait chacun dans la prescription alimentaire.
Ensuite, il faut, vous l'imaginez, avoir des aptitudes psychologiques parce que il faut s'adapter énormément aux parents, aux enfants et à la relation parent-enfant et parfois aux deux parents et parfois aux deux parents quand ils sont ensemble ou quand ils ne sont pas ensemble. Donc la diététique fait aussi partie des enjeux des familles recomposées. Ensuite, il faut avoir une bonne aptitude au dialogue et à l'inobservance, qui est bien plus fréquente que l'observance. Avoir un esprit innovateur pour trouver des petites recettes, trouver des petites solutions perso, ça c'est vraiment très important. Pour accepter les compromis, il ne faut pas être psychorigide pour être diététicienne, sûrement pas. Il faut être disponible pour les patients et pour les soignants. Alors les moyens de communication actuels le permettent bien. Et puis il faut connaître et combattre toutes les idées reçues. Donc il faut un profil particulier et tout le monde n'est pas adapté à ce métier qui n'est pas si facile. La suivante. Bon, je crois que c'était la dernière, Pierre. Peut-être bien. Eh bien, si c'est la dernière, je suis à votre disposition pour les questions, mais peut-être quand même qu'on va peut-être laisser la parole d'abord à Lily, si elle est prête et d'accord. Bonjour à tous. Bonjour Lily. Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 17 ans. Je suis en terminale et j'ai été greffée rénale en 2017 en intrafamilial. Donc, c'est ma mère qui m'a donné son rein. Et j'ai une néphronophthise. Voilà. Diapositive suivante. Donc là, je vous ai mis 2 photos. Donc, une photo qui a été prise le 30 mai 2017. Donc 4 mois avant la greffe. Donc j'étais très petite et faisais que seulement 34 kilos à 14 ans. Et une autre photo, donc une photo de moi qui a été prise 4 mois après la greffe et je pesais 52 kilos à 14 ans également. Donc j'étais très complexée par mon poids et par les joues. J'avais énormément grossi à cause des corticoïdes. C'était un peu compliqué parce que je ne pouvais pas faire de sport, je ne pouvais pas sortir. J'étais à la maison tout le temps et je me voyais tous les jours dans le miroir avec des gros joues et de passer d'une photo à l'autre comme ça, c'était assez compliqué. Nicolas, diapositive suivante. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours diététique, donc avant et après la greffe, avec quelques astuces que j'ai pu trouver pour vivre mieux au quotidien ces restrictions qu'on a pu me donner à l'âge de 14 ans et tout au long de ma vie. Diapositive suivante. Donc avant la greffe, j'ai été suivie par une diététicienne qui m'a conseillé de réduire l'apport de protéines. Donc, comme le docteur Kocha a dit, moi, on m'avait prescrit 50 grammes de protéines par jour. Donc, c'était très compliqué parce que les protéines, enfin la viande, les œufs, le lait, etc. J'en mangeais énormément par jour. J'adorais ça et c'était très compliqué. J'aimais pas trop les légumes, donc je mangeais beaucoup de féculents et surtout du potassium. Et on m'a aussi réduit le potassium, donc tout ce qui est chocolat, banane et pommes de terre. Et j'avais le droit, par exemple, qu'à 2 fois de pommes de terre par semaine. Sachant que je ne pouvais pas rester à la cantine parce qu'il ne fallait pas que les aliments soient trop salés et que ça soit trop fabriqué dans les usines et tout. Diapositive suivante. Par contre, je n'ai pas été dialysée, donc je n'avais pas de restriction d'eau et j'avais le droit au sel, ce qui était bien parce que je buvais énormément, j'avais très très soif tout le temps. Et le sel, j'y avais le droit, mais en quantité bien évidemment réduite. Je ne devais pas manger trop de sel, mais de toute façon, je n'en mangeais pas énormément avant la greffe. Diapositive suivante. Donc, je vous ai mis mon ressenti sur cette période. Donc, comme je l'ai dit, j'avais envie de boire énormément et j'avais surtout une appétit réduit.
je me rappelle qu'avant la greffe, je prenais plus de petit déjeuner, plus de dessert, plus de goûter, alors que mes amies à cet âge-là, bah, elles prenaient un bon petit déjeuner, elles adoraient les desserts et les goûters. Pour les anniversaires, par exemple, moi, quand on apportait le gâteau, bah, je ne pouvais pas manger, j'avais pas faim. C'était horrible. Et pareil, j'avais une fatigue aussi très importante, donc je ne pouvais plus faire de sport. Je restais à la maison et je dormais beaucoup et c'était très compliqué. Diapositive suivante. Alors après la grève, donc le 12 septembre 2017, on m'a supprimé le sel et le sucre. Donc là, ça a été le moment où c'était le plus compliqué, je pense, pour la grève, moment de la grève, parce que tout ce qui est dessert, pain, céréales, conserves, etc., on n'a plus le droit et on se rend compte qu'il y a du sel et du sucre partout. Donc, il faut trouver des astuces. Par exemple, moi, je commandais des aliments sans sel. Où le jour de mon anniversaire, on était allé manger McDo et on avait pu prendre des frites sans sel, donc c'est plutôt pas mal. Et pour le pain, c'est le pain qui m'avait le plus marqué parce que quand j'étais hospitalisée, après la greffe, fallait prendre du pain sans sel. Et au début, je détestais ça. Je trouvais que le goût n'était pas bon et je pensais ne plus jamais en manger. Sauf qu'au bout d'un moment, quand même, le pain commençait à me manquer un peu. Donc, j'ai commencé à en manger et au final, j'ai commencé à aimer ça. Et même après la grève, plus tard, quand j'avais le droit à plus de sel, je continuais à en manger parce que, ça a duré à peu près 3-4 mois sans sel et sans sucre. Après, tout ce que je mangeais, je trouvais ça trop salé ou trop sucré. Diapositive suivante. Mais par contre, j'avais plus de restrictions vraiment alimentaires à part le sucre et le sel, comme je l'ai dit. Mais tout était en quantité limitée. Et avec les corticoïdes, on a une faim démesurée. Et donc, personnellement, je pensais que à manger toute la journée. Ça devenait un peu obsessionnel. Vraiment, j'avais faim du matin au soir. Même le matin, je me levais trop contente parce que je savais que c'était l'heure du petit déjeuner. J'ai mangé, etc. Sachant qu'avant la grève, comme je l'ai dit, j'avais plus faim. Donc, pour moi, c'était une redécouverte de la faim et je devais me restreindre. Et c'était assez compliqué quand même de me dire du jour au lendemain, voilà, tu peux manger qu'une petite portion de ça. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué. Diapositive suivante. Alors, comme je l'ai dit, les corticoïdes, c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes à cause du gonflement des joues, la faim tout le temps, etc. Ma difficulté alimentaire, donc du coup, comme je n'avais pas le droit aux légumes, qui étaient quand même ce que je pouvais manger sans restriction, c'est sûr qu'on m'a dit tu peux manger les légumes mais tu peux pas manger tout ce que tu aimes, les féculents, etc. en quantité comme tu veux. J'étais un peu pas contente, mais bon, je me suis dit qu'au bout d'un moment ça allait passer et qu'il fallait juste attendre minimum 1 an ou entre 5 mois et 1 an et je pourrais manger tout ce que je veux. J'en rêvais, mais il fallait quand même attendre. Et aussi, comme je l'ai montré donc, de la deuxième photo, j'ai pris énormément de poids, plus 20 kilos. J'étais très maigre avant la grève et très petite, donc c'est sûr que c'était bien que je prenne du poids, mais là c'était quand même un peu trop. Heureusement, après la grève, j'ai commencé à grandir, donc je dégonflais petit à petit et je pouvais refaire du sport. Donc là, c'était quand même assez bien pour moi. Ça me redonnait un peu goût à la vie parce que c'est sûr que rester dans sa chambre pendant 3 mois sans faire de sport, grossir, avoir faim tout le temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais
c'est agréable après de pouvoir manger, sortir en étant presque normal. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, maintenant, je fais plus que 60 kilos. Je peux presque manger tout ce que je veux, mais bien sûr en quantité limitée. C'est-à-dire que je ne vais pas manger énormément de charcuterie, de protéines, etc. Je ne vais pas exploser mon guide avec du dessert, etc. Vais rester, je vais prendre moins, etc. De toute façon, maintenant que la faim s'est réduite, je sais ce que c'est la vraie faim. J'ai plus faim comme avant. Je vais bien. Je peux aller manger à la cantine. Je peux remanger du sucre. C'est vrai que le sucre, ça a été très dur aussi, les desserts. Je me rappelle que je ne pouvais plus manger de crème ou de chocolat, le chocolat. Mais après, on trouve des astuces, comme je l'ai dit. À côté de Necker, il y avait une chocolaterie qui faisait du chocolat sans sel, sans sucre, pardon. Et c'était bien pour le goûter, parfois de manger un peu de sucre, un petit plaisir. Ça fait du bien parfois dans la journée de pouvoir décompresser avec un petit chocolat. Cette période a été quand même très difficile. Après la greffe, je trouve que c'était le plus difficile. Mais maintenant, je reprends goût à la vie, je voyage, je vais bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bravo Lily, tu as vraiment dit, tu as parlé avec le cœur et avec réalisme. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit. Alors juste un petit commentaire pour ceux qui nous écoutent. L'histoire de Lily, elle est justement caricaturale du rôle de la maladie initiale, parce que sa maladie initiale est une maladie où on perd du sel. Donc elle est typiquement partie de la situation où on lui disait et après plus de sel, quoi. Donc c'est un vrai problème. Ouais, merci Lily pour ce beau témoignage. On a une question, je pense que sur la pédiatrie, avant de passer sur la suite, donc pour les adultes. Maman qui se pose la question en disant voilà, mon enfant est atteint du syndrome de Fanconi, je n'ai jamais reçu de conseil diététique par les néphrologues hormis la nécessité de boire un minimum de 2 litres d'eau par jour. Devrais-je m'inquiéter de ne pas avoir de suivi diététique? Voilà, cette personne précise que beaucoup de mamans dans son association dont elle fait partie sont aussi dans ce cas-là. Donc, le syndrome de Fanconi, c'est une maladie tubulaire où effectivement on perd beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent, le rein se transforme un petit peu en passoire. On perd du phosphore, on perd du sodium, on perd du calcium. Et sous réserve des examens biologiques, c'est vrai que souvent il y a des petits ajustements diététiques à faire, notamment au niveau du phosphore et du calcium, mais c'est vraiment au cas par cas parce que tous les syndromes de Fanconi n'ont pas tous la même sévérité et ce n'est pas la maladie où la diététique arrive en tête de liste. Voilà, donc c'est pas chaque cas est un cas particulier évidemment, donc je ne connais pas le cas de cette maman, mais ça ne me choque pas plus que ça de voir qu'il n'y a pas ou peu de précautions diététiques dans cette situation. C'est au cas par cas, et par contre là on peut très bien avoir une très très bonne surveillance des besoins avec le suivi biologique sanguin et urinaire. Très bien, merci beaucoup Pierre. Est-ce que sur la pédiatrie, il y aurait d'autres questions à soumettre nos conférenciers ou est-ce que l'on passe… Peut-être une remarque d'un néphrologue d'adulte. D'un néphrologue d'adulte, d'abord féliciter Lily pour son courage. Alors moi je suis un néphrologue d'adulte, donc je la vous vois. C'est une transition aussi, les pédiatres sont là, ah, ma petite, etc. C'est vrai, bon, voilà. c'est vrai. Et puis nous, après, on passe à une autre étape qui est de dire, bah, vous êtes adulte, vous avez la greffe et je pense que c'est pas évident de prendre les 20 kilos quand on est comme ça une adolescente et qu'on a ses amis qui sont toutes là sur Snapchat ou autre à s'envoyer des photos et puis à discuter des relations qui se construisent avec les garçons. Donc bravo d'avoir témoigné de votre expérience. Je voudrais dire, ça m'est arrivé une fois d'avoir une jeune femme un peu plus âgée que vous,
qui avait une maladie différente, un lupus, et on lui avait donné des corticoïdes, et puis également un médicament qui s'appelle l'Endoxan, et il s'est trouvé qu'elle avait perdu des cheveux qu'elle a repris depuis. Et à un moment, on la traite, ça marche, et après elle a une rechute. Et là, je la vois, je la croise dans le hall de l'hôpital, et elle avait pris du poids, elle avait perdu des cheveux. Je me suis dit, mais c'est évident qu'elle ne les prenait plus, les médicaments. Et il faut avoir beaucoup de courage pour prendre les médicaments malgré le poids, etc. Et en fait, donc bravo. Et si vous voulez, on en a parlé avant que vous arriviez, je ne sais pas si vous écoutiez, mais souvent, la période de l'adolescence ou jeune adulte n'est pas évidente par rapport au suivi quand on se compare à ses camarades. Donc, le témoignage que vous avez donné est vraiment, enfin, moi, me touche. Et je veux dire, il témoigne du courage que vous avez. Et donc, continuez. Donc, après, ça va être les kilos qui vont être perdus avec l'activité physique et la vie normale. Merci. Si je peux rebondir encore sur ce qu'a dit Lily, une seconde. Lily a dit un truc vraiment très important, c'est cette obsession de manger sous corticoïdes. Beaucoup le disent, et c'est vrai que les corticoïdes, ça donne une faim absolument terrible, incontrôlable. Il faut mettre un cadenas sur le frigo pour pas le vider. Et ce que tu as raconté, c'est vraiment ça. Et je le comprends bien. Je ne l'ai pas vécu moi-même, mais tous les gens que j'ai pu suivre comme ça, et notamment les enfants, parce qu'il y a un comportement face à l'alimentation qui est un petit peu différent. La maîtrise est peut-être moins acquise qu'à l'âge adulte. Et c'est vrai que c'est terrible de lutter contre ça. Ça, on comprend tout à fait. Alors, une petite question, parce que nous sommes aussi en direct live sur Facebook, et donc il y a aussi des questions qui arrivent de Facebook, et une question sur la cystinurie en précisant, existe-t-il un lien entre les aliments et la méthionine? Oui, il y a un lien direct, c'est-à-dire que les aliments, il y a des protéines qui sont plus ou moins riches en méthionine, et la méthionine est un précurseur de la cystine, donc c'est à éviter. Alors la liste, vous la trouverez sur Internet, mais il y a notamment pas mal de poissons, de choses comme ça. Ça élimine pas mal de choses. Alors là encore, il faut être modéré, c'est-à-dire que c'est à ajuster en fonction du résultat obtenu. Le résultat obtenu, pour ceux qui ont une cystinurie, vous savez que l'élément numéro 1 du traitement, c'est l'hydratation et le maintien du pH. Donc ça, c'est vraiment ce qui va conditionner la cristallisation. Et vient après, effectivement, la quantité de ce qu'on appelle le substrat qu'on va apporter pour que l'organisme fabrique de la cystine. Et la méthionine en fait partie. Je considère que c'est un élément qui est important, sur lequel on insiste peut-être parfois un peu trop. Mais Isabelle Tostivin est sûrement encore là, et elle n'est peut-être pas de mon avis. Mais voilà, dans le quotidien, il y a tellement d'aliments qui comportent de la méthionine que tous les éliminer, c'est assez difficile. Donc là aussi, c'est à doser en fonction de la qualité du suivi pour le reste du traitement. Bien, Isabelle, je ne sais pas si vous voulez rebondir. Bon, on a une autre question qui vient de s'afficher là. Bonjour, je suis la maman d'un ado, donc on reste un peu dans la pédiatrie ou dans les ados, on passera sur les adultes après. Atteint de la maladie de Dante de type 1 avec une forte hypercalcinurie et fuite sodée. Les conseils diététiques que l'on donne sont assez souvent divergents. Que conseillez-vous sur les apports sodium, calcium et protéines? Merci beaucoup. Alors, je commence par le plus facile, le calcium. Le calcium, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que dans la maladie de Dent, on pisse trop de calcium. Donc, il faut essayer de ne pas entraîner une fuite, une déperdition de l'organisme en calcium. Donc, c'est apports normaux en calcium, apports normaux en vitamine D. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ce qui est du reste, ça dépend d'autres éléments que vous ne m'avez pas forcément donnés. Parce que dans la maladie de Dent, souvent, il y a une petite insuffisance rénale qui est associée, où il peut y avoir, et la réponse pour le sodium et les protéines dépend un petit peu de ça. Quoi qu'il en soit, le sodium, c'est très difficile à gérer. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les tubulopathies, il est très important de maintenir ce qu'on appelle une volémie, donc le volume sanguin, le volume hydrique circulant, le plus normal possible. Et pour ça, il faut des apports sodés qui soient normaux.
En revanche, je vous expliquais tout à l'heure que pour réduire l'élimination urinaire du calcium, on réduit les apports sodés. Et une réduction trop importante des apports sodés dans cette maladie peut être délétère au niveau de l'hydratation. Donc, je me défile un petit peu parce que c'est difficile. Je dirais que pour le sodium, il faut des apports normaux plutôt bas. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas très précis. Ne faites pas quelque chose de très précis. Ça veut dire ne pas ressaler, éviter les aliments spontanément salés. Et puis voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se casser la tête parce que la part de cette gestion du sodium dans la maladie n'est pas le déterminant principal. Et pour les protéines, alors là, la réponse elle est assez claire vis-à-vis de la maladie Dent en elle-même sans insuffisance rénale, il n'y a pas d'importance. Par contre, comme c'est une maladie qui rejoint ce que je disais au début de mon topo, c'est-à-dire que c'est une maladie à risque rénal, parce que dans la maladie Dent, il y a un risque d'insuffisance rénale. Pour limiter ce risque et pour différer le plus possible l'insuffisance rénale, il est recommandé d'être là aussi modéré en protéines. Et là encore, conseil simple, protéines animales une fois par jour. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais s'il y a des cas particuliers, je veux bien vous répondre en aparté. Très bien, merci beaucoup Pierre. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions, pas mal de remerciements concernant le témoignage de Lily, donc encore une fois bravo. Je propose de passer donc sur la partie des adultes. Mélissa, je propose de... Oui, Nicolas, je voulais Catherine. juste dire quelque chose. Oui. Pardon, excuse-moi. J'avais éteint mon micro, alors vous ne pouvez pas entendre. On ne t'entendait pas. Je reviens sur le sodium et la déshydratation. Est-ce qu'il y a un problème entre, si on ne mange pas suffisamment de sodium, l'eau, on ne conserve pas l'eau. Donc, ça peut entraîner un problème de déshydratation. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si c'était très caricatural, on pourrait dire que oui, si vous ne faites que boire et que vous n'avez pas assez de sodium. Mais je vous rassure, même si vous mangez totalement sans sel, vous avez des apports sodés suffisants. Les malades ne peuvent pas tromper les néphrologues là-dessus parce que nous, on a un moyen extrêmement simple de savoir les apports sodés que vous prenez, c'est de regarder ce qu'il y a dans les urines. Et même chez quelqu'un qui prend un régime totalement sans sodium, comme Lily l'a indiqué au départ, quand elle le faisait de manière très rigoureuse avec le pain sans sel et tout ça, il y a forcément des apports sodés. Et ces apports sodés minimum forcés, d'une part, ils permettent de maintenir l'hydratation dont vous avez besoin, et d'autre part, ils sont malgré tout suffisants pour les besoins de l'organisme. Donc, une déshydratation qu'on aurait par une réduction des apports sodés, non, ce n'est pas possible. Des fois, on voit ça, pour aller au bout de la réponse à la question, il y a des erreurs médicales qui sont des fois faites en réanimation, quand chez des patients, on perfuse par perfusion, vous voyez, vraiment par le sang, quand on perfuse trop d'eau par rapport aux apports sodés, on peut avoir des déséquilibres qui sont embêtants, mais quand on se limite à votre problématique, à vous, patients, chez vous, avec tout ce qui se fait par voie orale, il n'y a pas de risque. Je vais mettre un bémol parce que moi, je vois des adultes. Donc, les pédiatres voient des enfants souvent avec des maladies du tubule rénal, donc des anomalies de la régulation du sodium. Et il faut avoir des apports équilibrés. Et ce qu'on voit parfois, ce sont des adultes qui n'ont pas forcément une maladie rénale, auxquels on a conseillé de boire beaucoup, soi-disant pour faire fonctionner les reins. Et pour simplifier, si vous voulez, il faut manger suffisamment pour pouvoir éliminer l'eau. Et il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome thé et toast. La caricature, c'est les petites mamies qui ne mangent que les toasts en buvant du thé et elles n'ont pas assez d'apport alimentaire en général pour éliminer l'eau. Et on a de temps en temps la consultation chez des personnes souvent âgées qui ne mangent pas assez, des gens qui ont une intoxication chronique à l'eau. C'est quelque chose de pas si rare parce que les gens se forcent à boire de l'eau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a vraiment des aspects très différents. C'est des pathologies du tube, comme le syndrome de Dent ou de Fanconi ou d'autres, où on perd du sel. Mais au cours de la maladie rénale chronique, la plupart des patients ont plutôt un excès de sel. Et il y a une chose assez simple, c'est que quand on débute la dialyse, en tout cas chez l'adulte, la plupart des personnes sont hypertendues
parce qu'il y a trop de sel dans l'organisme et en gros, ça fait gonfler les vaisseaux, enfin pour simplifier. Et ce qu'on fait en dialyse, c'est qu'on réduit la quantité de sel dans l'organisme et au bout de quelques semaines ou quelques mois, la plupart des patients n'ont plus de traitement antihypertenseur. Là, il y a une nouvelle classe de médicaments qui va être autorisée peut-être par la commission de la transparence présidée par le professeur Cochat. Il s'agit des médicaments qui sont les glyphosines. Et ces médicaments reproduisent un peu un syndrome de Fanconi chez l'adulte puisqu'elles empêchent la réabsorption du glucose, du sucre dans le tube proximal. Et ça fait perdre du poids aux patients parce qu'ils perdent du sucre, mais également ça fait diminuer la quantité de sel dans l'organisme. Et ça, il y a un effet protecteur des reins. Et donc, initialement, ça a été montré chez les patients ayant une maladie rénale due au diabète, mais également d'autres causes de maladies rénales et même l'insuffisance cardiaque. Donc, si vous voulez, la gestion du sel chez les patients qui ont une maladie rénale chronique est vraiment très, très importante. D'accord. Pensez aux adultes aussi, effectivement. En tout cas, merci à Lily. Je ne l'ai pas remerciée, mais c'était vraiment très bien. Je vous propose de passer chez les adultes maintenant. Madame Bélissa, je vous propose de partager donc le document directement. Est-ce que... Oui, alors pour partager le document, vous m'autorisiez à le faire. Pour l'instant, c'est bloqué par l'animateur. C'est bloqué par l'animateur. Alors, attendez, que je trouve la manipulation. Dès que vous m'autorisez, je partage le document. En attendant, je vais bloquer en remerciant Lily et en confirmant que même adulte, on a toujours faim avec la cortisone. Normalement, c'est bon, Madame Bélissa, vous devriez pouvoir partager. Parfait. Voilà, super. On va démarrer le caporama dans ce cas-là. Voilà. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir conviée à participer à cette journée annuelle qui me tient à cœur. Les maladies rénales, c'est quelque chose dont je m'occupe depuis bien longtemps. Pour ne pas être redondant avec l'intervention du professeur Pierre Cochat, je vais moins rentrer dans les détails de la diététique de l'adulte, puisqu'on a déjà évoqué pas mal de choses chez l'enfant que l'on va retrouver chez l'adulte avec ces divergences de recommandations, comme vous avez pu entendre, tantôt renforcer les apports en sel, tantôt les diminuer en fonction de la typologie de la pathologie. Et après avoir évoqué certains éléments diététiques, on s'intéressera à un outil qu'on a développé pour aider les patients dans leur quotidien, pour maintenir leurs compétences ou pour acquérir des nouvelles compétences en diététique, mais pas seulement, sur les maladies rénales en général. Avec moi, j'aurai le professeur Maxime Touzeau qui va également intervenir et je voudrais remercier les patients qui ont participé à ce projet, que je citerai par leur prénom, Michel, Ronan, Yves, qui ont tout au long du développement de ce projet participé à ce que l'on ait un vocabulaire commun, compréhensible par tous, tout en étant suffisamment pointu pour répondre aux questions plus scientifiques de certains patients. Pour me recadrer dans la diététique elle-même, je vais remettre ce qui pour moi est évident en tant que diététicienne, c'est qu'avant tout, la diététique, c'est le plaisir de manger, c'est la qualité de vie, c'est la convivialité. On a entendu tout à l'heure chez l'enfant à quel point ça pouvait être au centre de la relation familiale, voire de conflits familiaux. C'est la même chose chez l'adulte avec en fait des conflits sur l'interaction entre époux, avec les enfants, avec une couverture des besoins nutritionnels qui va être différente chez l'enfant, chez l'adulte. Et ça peut être quelque chose d'assez délétère si on se sent enfermé dans une diététique très restrictive. Et là aussi, je rejoins ce qui a été dit précédemment, aussi bien par Isabelle Tostivin que par le professeur Cochat. Il ne faut pas être drastique, imposer des vétos et des conditions extrêmement violentes, mais bien être dans une négociation avec un objectif qui est cette couverture des besoins nutritionnels, mais également de la prévention des risques nutritionnels avec ces maladies rénales.
on a donc un intérêt à individualiser le plus possible ces conseils diététiques. J'ai vu dans le chat les différentes questions, toujours très individuelles. Mon néphrologue ne m'a pas orienté, je n'ai pas vu ma diététicienne, j'ai des conseils divergents. C'est vrai que ça peut être difficile à vivre pour les patients, mais tout ça, ça doit être très, très individualisé. Il faut entendre la personne, j'allais dire même plus largement que le patient. L'intérêt de l'éducation thérapeutique, on en a parlé dès ce matin sur la parole des pairs. Je remets que c'est indissociable du traitement médical. On ne peut pas isoler des conseils diététiques sans avoir les éléments médicaux de traitement, sans avoir un discours cohérent avec le néphrologue, avec le médecin généraliste. Et c'est bien entendu spécifique à chaque pathologie et à chaque stade de la maladie. Donc, cette individualité, elle est essentielle à avoir comme notion. Et toujours cette notion de néphroprotection, on l'a vu tout à l'heure, hein, protéger le rein ou les reins, mais également gérer les conséquences de la maladie rénale avec les fuites de minéraux ou de protéines quand on a des protéinuries importantes. Alors, souvent, quand on parle de diététique, on a des schémas très classiques de pyramide, des recommandations. Moi, j'ai voulu vous mettre ça plutôt dans une assiette et vous montrer que encore une fois, il y a certes des catégories alimentaires qu'on va retrouver dans mon assiette avec des fruits, des légumes, des féculents, de la viande, du poisson, des produits laitiers, mais également, j'ai mis le chocolat, hein, on verra bien en bas, les produits sucrés, des matières grasses. Dans tous ces aliments, chacun doit pouvoir y trouver l'aliment plaisir. Et même si on doit restreindre ou du moins modérer ou adapter certains apports, il est important que l'on garde ces aliments. J'entendais Lily tout à l'heure en disant mon carré de chocolat à la chocolaterie, que je connais bien également à la sortie de l'équerre. Je vois très très bien de quoi elle parlait. Ça fait du bien moralement. Et quand on veut pouvoir gérer sa maladie au quotidien, il faut que le moral puisse suivre. Et les aspects psychosociaux ont un rôle essentiel, y compris sur les mesures diététiques. Donc, on se retrouve avec une alimentation finalement qui doit être sur mesure, mais s'intégrer dans le mode de vie, dans les habitudes familiales, culturelles. Là aussi, c'est important de respecter les recettes de chacun et d'être capable de discuter d'une adaptation et pas d'une éradication d'une recette parce qu'elle semble trop riche, trop sucrée, trop grasse, trop salée. Ça s'acquiert au fil du temps. Le goût va aussi s'adapter. Il faut que la diététicienne, alors là aussi je rejoins ce qui a été dit précédemment, ait une vraie connaissance de ces pathologies, notamment quand on est sur ces pathologies rares, rénales, génétiques. On ne peut pas faire de la diététique généraliste, on ne peut pas s'autoproclamer spécialiste. Et tout ça se fait avec la connaissance des prescriptions, des résultats, une véritable alliance en fait entre les soignants et la personne concernée par sa pathologie. Alors, les adaptations nécessaires, on les a entendues. Déjà, chez l'enfant, on va retrouver les mêmes, le sel. Je vais être dans la modération, dans la normalisation, dans l'adaptation. On a un apport dans un régime sans sel totalement strict en éliminant tous les produits préparés, le sel ajouté, qui est de l'ordre de 2 grammes de toute façon, pour répondre aux questions qu'on posait tout à l'heure sur le sans sel, sans rien du tout. Il y en a dans la nature, il y en a dans les légumes, même quand ils ne sont pas salés. Et on doit aller vers une modération d'apports qui sont de l'ordre de 4-6 grammes par jour. Il ne faudra pas les compter, les peser, mais bien avoir une éducation des aliments dans lesquels on va les trouver et d'être capable du coup de jouer sur les fréquences, sur les proportions, sur le fait qu'on ne va pas toutes les mettre au même endroit dans le repas. Et c'est vrai qu'en France, on mange plutôt pas mal de sel. On est à près du double en fait, des apports constatés aujourd'hui sur les apports recommandés. Et donc, chez les patients avec une maladie rénale, très souvent, il faut juste revenir à une recommandation qui serait la même pour une population normale. Exception faite de certaines pathologies où on va ajouter du sel ou d'autres, on sera plus restrictif. Les protéines, il faudra jouer sur la qualité, les quantités, là aussi, alors propre à chaque stade, à chacun et à chaque maladie. Je parlais de la qualité parce que justement, on en parlait tout à l'heure dans les cystinuries, la méthionine, qui est cet acide aminé des protéines animales essentiellement, donc ça va vers une diminution des viandes, des poissons, des œufs, mais les maladies rénales, en général, vont vers une adaptation de ces apports protéiques. Donc,
c'est peut-être, ça semble un peu pointu, mais en réalité, ça sera une adaptation d'aliments. C'est-à-dire que le patient ne doit pas devenir un spécialiste du nutriment, de ce que c'est que la protéine et de sa composition en acides aminés, et bien avoir une vision globale des aliments, parce que ce qu'il mange, c'est des aliments et pas ses nutriments. Les apports hydriques, alors on aura des grosses variantes de recommandations entre les maladies plutôt lithiasiques avec des recommandations avec des apports augmentés, des dilutions des cristaux, et puis des stades avancés d'insuffisance rénale où la personne peut avoir des excrétions urinaires faibles, voire une anurie, ne plus avoir d'urine et des restrictions sévères dans ce cas-là d'apport hydrique. J'ai mis également les sucres, les glucides, à fonction de la pathologie, fonction des autres pathologies coexistantes, d'un diabète, les sels minéraux, le phosphore, le potassium, le calcium, tout ça en fonction des stades, et donc une adaptation permanente de l'alimentation et des habitudes culinaires. Alors, quid des régimes, je voudrais quand même juste dire un mot sur le fait qu'il existe de nombreuses idées reçues, souvent à combattre, que lorsqu'on a une maladie rare, on est friand de solutions et de révélations, et qu'il faut faire très attention aux conseils non avisés. Alors, affaire de spécialiste, je l'ai mis comme ça. Finalement, spécialiste, c'est vos soignants, votre néphrologue, vos médecins, les diététiciens, mais pas la personne autoproclamée coach en nutrition ou autre, ni votre voisin qui a un très bon avis sur le fait que vous mangez ceci ou cela. Et donc, c'est vraiment une affaire de patient, d'individu, de famille et une alliance thérapeutique avec toute l'équipe soignante. Alors, quand je disais apprendre, repérer, aménager, c'est aussi, voilà, la vraie vie, c'est des vrais aliments. J'ai mis ici toutes sortes de choses qui peuvent faire plus ou moins envie aux uns et aux autres, en sucré, en salé, en sortie, avec des maquis, par exemple, sur mes photos. Dans tous ces aliments, on va y trouver finalement du sel, du sucre, des protéines, des graisses, et le tout sera cet aménagement pour chacun. J'aime le fromage ou je n'aime pas ça, je préfère mes gaufres ou mes madeleines à côté, et de regarder comment on peut s'en sortir avec ces aliments pour maintenir cette convivialité, ce plaisir alimentaire, parce que la maladie doit être quelque chose qui certes est là tout le temps, mais ne doit pas empêcher de vivre. Et ça, c'est un élément essentiel. Je vais laisser la parole à Maxime Touzeau sur les quelques diapos suivantes sur justement cette évolution lorsque on est en dialyse. Est-ce qu'on n'a pas des indications un peu différentes? Maxime, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, je fais juste une petite correction. Je ne suis pas du tout professeur de néphrologie, je suis juste néphrologue. Excuse-moi. Dialyseur, c'est pas très grave, hein. Ma seule compétence de professeur, c'était avec mes enfants pendant le confinement, mais comme je pense la majorité d'entre vous, et ça s'est plutôt pas trop mal passé. Donc, en effet, on voulait en parler un tout petit peu de la nutrition en dialyse, parce que c'est peut-être la nutrition, la partie la plus difficile pour le patient qui a une insuffisance rénale, que ce soit en hémodialyse ou en dialyse péritonéale. Si je peux passer à la diapositive suivante. Voilà. Ce qui est important en hémodialyse, enfin, en tout cas en tant que pour le néphrologue, c'est d'éviter la dénutrition des patients, parce qu'elle peut survenir avec plusieurs causes, hein. Déjà sur les restrictions alimentaires que font les patients, parce que encore une fois, ça paraît comme un régime très sévère, c'est vrai, et parfois les patients sont aussi trop sévères avec eux. L'alimentation, ça doit rester un plaisir, comme l'a dit Emma. Il faut qu'on arrive à le faire comprendre aux patients et leur montrer quel type d'aliments ils peuvent prendre. Et puis aussi, il peut y avoir des confusions sur certains types de messages qu'on a avant d'être en dialyse et après le début de la dialyse. Et le plus important, je pense, c'est sur celui des protéines, puisque c'est vrai qu'avant d'arriver en dialyse, on essaie de limiter un peu les protéines pour les patients, pour limiter la progression de la maladie rénale. Mais dès qu'on démarre la dialyse, que ce soit l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale, eh ben, on a un risque de dénutrition. Et dans ce cas-là, le régime va changer un petit peu, on va demander aux patients de manger un peu plus de protéines. Alors ça peut être difficile pour eux, parce que d'une part, ils n'ont pas forcément faim, ils ont pris l'habitude de manger peu de protéines, et on va être obligé de modifier certains comportements alimentaires et parfois même de donner des compléments alimentaires pour limiter ce risque de dénutrition. Diapositive suivante, s'il te plaît. Merci. Alors en hémodialyse, on fait très attention bien sûr aux protéines des patients.
On essaie de nous le réévaluer au moins tous les mois, voire même tous les 3 mois, voire même tous les mois, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de dénutrition. Comme on en a parlé, il y a des restrictions un peu partout. Le sel, c'est sûr qu'on essaie d'éviter, surtout si les patients sont anuriques. Le sucre aussi, pour prévenir les risques de diabète, ou chez nos patients qui sont majoritairement diabétiques. Parce qu'en hémodialyse, on a environ à peu près 40% des patients qui sont diabétiques, donc il faut quand même qu'on les aide là-dessus. Et puis, il y a des sels minéraux qui sont importants aussi à contrôler. On a parlé du professeur Cochat avait parlé du potassium, avec le risque des hypercalémies, c'est l'excès de potassium qui peut être dangereux pour le cœur. Et donc ça, c'est aussi un dur combat parce qu'on trouve du potassium dans beaucoup d'aliments. Si on parle bien sûr des fruits, alors en période estivale, c'est toujours un peu compliqué. Quand on voit un plateau de cerises, on n'a pas envie de manger 1 ou 2 cerises, on a envie d'en prendre 1, voire 2, 3 poignées. Ça, c'est important, donc il faut qu'on arrive à faire passer ces messages-là. Il y a des soucis aussi sur le phosphore, qui est un petit peu plus compliqué aussi à comprendre. Et puis l'eau, en fonction de la duresse qui reste. On ne va pas demander les mêmes restrictions chez un patient qui a encore une duresse conservée, du patient qui malheureusement ne pisse plus du tout. Et là, les prises de poids entre chaque dialyse peuvent être très importantes. Ils sont à risque d'œdème du poumon. Et donc, c'est difficile pour eux d'arriver à se restreindre, notamment après, par exemple, pendant les périodes de canicule. Diapositive suivante. En dialyse péritonéale, c'est un autre type de dialyse où il y a peut-être les restrictions sont un peu moins sévères. Alors, on surveille toujours les protéines, le sel et le sucre, ça on fait toujours attention. Et puis pour le potassium et le phosphore, on est peut-être un peu moins sévère chez ces patients. Ils ont toujours quand même une diurèse, on a des échanges un petit peu meilleurs. Et donc, on est encore une fois, en tout cas pour nous, moins sévère. Et le point important, comme on vous l'a dit, c'est d'essayer de garder le plaisir d'alimentation et de faire en sorte d'être à la fois pour le médecin et pour le patient moins sévère sur le régime qu'il va avoir. Diapositive suivante. Voilà, et là je relaisse la place à Emma pour vous parler de l'outil numérique qu'on a développé depuis 2 ans pour justement essayer d'aider un peu mieux les patients, mais aussi les professionnels de santé. Alors, quand on voit tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments, que les patients sont vus donc en consultation par le néphrologue, par la diététicienne, mais en fait, ils ne vivent pas à l'hôpital et tant mieux pour eux qu'ils vivent chez eux et les questions, elles viennent dans le quotidien. Et on a travaillé avec des patients parce qu'il y avait de nombreuses questions finalement au quotidien. Et puis ils arrivent en consultation, puis ils arrivent soit avec la liste de questions, ce qui est très bien, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont un peu préparé la consultation et qu'ils ont noté les questionnements qu'ils pouvaient avoir en dehors. Mais il y a aussi des moments où ils disent « Mince, j'ai eu un problème à un moment donné, mince, je ne sais plus comment vous dire, j'aurais bien aimé avoir ça sous la main, j'ai cherché, j'ai trouvé cette information, qu'en pensez-vous » Et une étudiante a travaillé donc, avec nous sur une thèse cherchant à aider les patients et les a questionnés sur ce qui les intéresserait si on pouvait mettre en ligne un certain nombre d'informations. Et on a fait une grosse étude pour voir par quoi ils étaient intéressés, quel mode d'apprentissage serait utilisé. On a eu 271 patients répondants, donc sur 500 qui avaient été sollicités au sein du réseau de néphrologie d'Île-de-France, dont on a parlé, Isabelle Sostiva, on a parlé tout à l'heure, et qui se disaient intéressés par avoir un outil numérique et une approche interactive. Donc, on a lancé ce projet avec un cahier des charges, un appel d'offres et puis une validation des contenus par les patients. L'idée, c'était d'avoir une information évidemment validée, de permettre aux patients de s'auto-évaluer, de gagner en connaissances et en compétences, de comprendre la maladie, les traitements, le fonctionnement du rein, de faire des liens, de pouvoir être encore plus acteur qu'il ne l'est ou de rendre acteur ce qu'ils ne sont pas, mais d'être surtout très libre de son parcours. On ne voulait pas donner un cours sur l'alimentation, on ne voulait pas donner un cours sur la physiologie rénale. Et donc, l'objectif a été construit avec les patients sur notamment donner accès à des activités d'éducation thérapeutique, donc ETP, auxquels ils n'ont pas toujours accès. J'ai vu pas mal d'échanges ce matin sur le chat en disant moi j'ai pas l'impression que ça existe là où on suit. C'est vrai que tout le monde n'y a pas accès. C'était renforcer l'interactivité et
avoir cette possibilité d'y aller quand on veut, où on veut, mais on l'a également tourné vers les professionnels pour leur permettre d'adapter peut-être parfois leur discours, leur vocabulaire et pour pouvoir avoir un véritable échange avec les personnes. Les thématiques ont donc été choisies par les patients, avec 2 thématiques qui ressortaient essentiellement, qui étaient les causes et les évolutions des maladies rénales et puis la diététique. Et en dernier lieu, ce qui les intéressait, c'était l'anatomie. Quand on avait interrogé nos professionnels de santé, était l'élément, enfin, le sujet qui était mis en premier plan. Cette plateforme sur les maladies rénales est accessible à tous. On a voulu l'ouvrir et pas l'ouvrir que à des adhérents d'un réseau en Île-de-France, mais bien à tous. On a aujourd'hui des gens qui ont créé leur compte, qui vivent à l'autre bout du monde. Donc, ça montre bien que ça aille s'aimer. Plusieurs thématiques, je vous mets là les thématiques qui sont abordées, donc les reins, les maladies rénales, les conséquences de l'insuffisance rénale, la prise en charge, les traitements, l'alimentation, le quotidien, l'autonomie. Ces thèmes sont pour l'instant pas tous en ligne puisque c'est les sujets qui ont été choisis. Au fur et à mesure, les sujets sont élaborés, les contenus sont élaborés avec un collège de patients et de professionnels de santé, psychologues, pharmaciens, médecins, néphrologues, diététiciens, infirmières, j'espère que j'ai oublié personne. Donc, il y a des validations à chaque fois. Et au sein de chaque grand thème, plusieurs petits modules, petites activités assez courtes qui vont permettre de travailler. Et on peut passer d'un thème à l'autre comme on veut. C'est-à-dire que, encore une fois, ça n'est pas linéaire. C'est pas parce qu'on est allé voir sur la situation des reins qu'on ne peut pas d'un seul coup sauter sur le potassium parce que finalement, ça évoque autre chose et que c'est le potassium qui va nous intéresser. Et donc, cette possibilité de construire son propre parcours, ça a été construit comme une activité d'éducation thérapeutique, bien qu'on n'ait pas l'interaction humaine, mais c'est un complément, c'est un outil de plus. Évidemment, ça ne va pas se substituer. Je vous ai mis quelques images d'activités. Ici, des cartes à retourner pour comprendre, par exemple, les fonctions des reins. Ici, des petits quiz sur le volume filtré par les reins. D'autres cartes avec des informations, des vrais faux. Là, vous voyez des tableaux à remplir sur les aliments, différencier aliments, nutriments. Ça permet de se familiariser aussi avec un vocabulaire et de pouvoir échanger vraiment avec tous ces professionnels, mais également autour de soi. Lorsqu'on parle parfois de ces maladies, c'est compliqué, on a des incompréhensions, du coup on s'auto-censure, on ne veut pas toujours en parler et ça peut permettre du coup d'avoir un échange facilité. Ici, un autre type de tableau avec des mots à classer, des podiums. Ici, vous avez des phrases à trous. Là aussi, se familiariser avec un vocabulaire, mais on a montré que sur les apprentissages, en fait, des activités différentes permettent de retenir différemment et de faire différemment. Et donc, l'idée, c'est que en passant par ces activités différentes, le message et l'appropriation du message et le passage à l'acte chez soi-même est bien meilleur. Ici, vous avez un tableau qui peut sembler complexe sur le moment, mais qui vient après un certain nombre d'activités d'apprentissage plus imagées, sur lequel on va essayer de finalement repositionner ces aliments. Est-ce qu'ils ont des protéines? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce qu'ils en ont beaucoup? Pas beaucoup. Et ça permettra aussi non pas de mesurer chez soi, parce que le but, c'est pas de prendre le 40 grammes de camembert et de se dire mince, il en avait ou il n'en avait pas, mais de se dire finalement, oui, ce camembert, je sais combien il en a et je sais que je peux en manger une part et je sais que ça va être dans mon alimentation du quotidien. On trouvera également du coup des documents en téléchargement, aussi bien de la diététique que sur des médicaments. Je vous ai mis ici l'exemple d'une fiche sur le sel où on va retrouver non seulement les aliments qui en contiennent, mais une évaluation de ces apports pour pouvoir jongler un petit peu plus au quotidien. Également un glossaire avec la possibilité d'aller chercher le vocabulaire et d'avoir des définitions. Et puis les liens avec les associations de patients
Vous voyez que les IRG est en premier. Ils sont classés par ordre alphabétique, hein, donc c'est le hasard que les IRG soient en premier, mais vous y êtes. Tout ça, ça a été construit avec le soutien de l'Agence régionale Île-de-France et cette volonté de diffusion au plus grand nombre. Ça nécessite un gros travail, très gros travail d'adaptation permanente, d'actualisation. Mais l'objectif, c'est vraiment de donner des outils. Les premiers contenus ont été mis au premier trimestre 2019. À ce jour, on est à près de 900 personnes qui y accèdent de façon très régulière. On va avoir un début de travail avec Orchid sur des mises en place de modules qui seront plus spécifiques à l'enfant, la pédiatrie, l'adolescent. Donc voilà, le but c'est de travailler tous ensemble pour avoir un outil de plus, en plus de nos consultations, de nos travails de soignants, des ateliers d'éducation, un outil voilà, livré aux patients, construit avec eux. Et voilà, on est prêt à vous entendre là-dessus. Ça ne remplace pas vos relations avec vos soignants, ça n'est pas de la téléconsultation, il n'y a pas d'échange de chat parce qu'il n'y a pas de modération et donc on ne veut pas que ça parte dans tous les sens. Ça peut manquer d'humain, mais c'est vraiment un complément et pas un outil d'apprentissage seul. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je reste à disposition, le docteur Touzeau, pour vos questions. Et cet outil s'inscrit dans une vraie démarche d'accompagnement. Et je terminais par cette phrase de Demusset. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Voilà, c'est ce partenariat que je voulais mettre en évidence ici. Je vous ai laissé également les coordonnées du site si vous voulez vous connecter sur le e-learning. Mon mail si vous avez des questions. Mais je suis là encore avec vous quelques temps pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup. Alors, quelques questions qui viennent aussi de Facebook, mais qu'on retrouve sur le webinar concernant donc les aliments soja ou qui peuvent remplacer les apports en protéines. Est-ce que vous avez des éléments sur ce point? Alors, les aliments à base de soja apportent des protéines au même titre, enfin des protéines qui vont être des protéines d'origine végétale, mais au même titre que des protéines que l'on va trouver dans de la viande, du poisson ou des œufs, ça reste des protéines. La différence fondamentale, c'est que ce sont des protéines, on va dire, imparfaites. Elles ne contiennent pas tous les acides aminés et que c'est quelque chose qu'il faut construire avec un ensemble de protéines qui viennent à la fois des légumineuses et à la fois des céréales pour pouvoir avoir des protéines synthétisables correctement par la physiologie humaine. On adapte ces quantités. Lorsqu'on passe sur une alimentation plus végétale, plus végétarienne, il faut cependant se méfier en fonction de la personne, des apports en potassium par exemple, puisque si on a une restriction en potassium du fait d'une kaliémie qui n'est pas très bien contrôlée, on va se retrouver avec des apports qui peuvent être importants sur des légumineuses. Donc voilà, tout ça, ça se construit un peu au cas par cas, mais ça peut être une alternative, un complément aux protéines animales. Voilà, mais c'est pas pour autant que c'est open bar, j'ai envie de dire. C'est pas parce que c'est végétal que j'ai le droit de manger autant de protéines végétales que je veux. Très bien, merci. Nicolas, je vais simplement libérer peut-être les médecins du conseil scientifique qui ont une réunion à 13h avec Pierre Cochat. Enfin, ceux qui sont, je pense à Christian Combe et Jérôme Arambach, j'ai vu qu'il était aussi connecté. Ils se réunissent à 13h, donc voilà, on peut continuer les questions sans eux, mais bon, voilà, et on reprendra à 14h, pardon. En tout cas, merci. Et puis, bonne suite. Et merci mille fois, Christian. À bientôt. À très bientôt. Alors, est-ce que vous avez des questions actuellement à poser? Je surveille mes différents écrans, y compris Facebook. Pour l'instant, pas de questions, des témoignages. Merci encore, Nicolas, de cette orchestration magnifique, si on veut dire. Pour l'instant, il n'y a pas eu de bug. Bon. Bah, écoutez, après ces aspects liés à la diététique,
Catherine, en tant que modératrice encore présente, puisque Christian nous a quittés, est-ce que tu veux conclure cette matinée avant la pause déjeuner pour qu'on se retrouve à 14 heures? Je crois qu'on a eu une matinée très intéressante avec le TP en premier lieu, à la fois pour les enfants, enfin en pédiatrie, mais bon, on a parlé aussi des adultes et puis tout ce qui est diététique. Bon, c'est vrai que c'est un peu du parallélisme avec la médecine pure, mais il faut qu'il y ait vraiment un enchevêtrement entre les deux et que de plus en plus, il y ait un travail d'équipe pour progresser. Proposer le TP le plus tôt possible, je pense, parce que ça, ce n'est pas fait régulièrement. Il y a des tas de malades, de patients qui ignorent ce que c'est que le TP. Donc, il y a beaucoup de progrès, je pense, à faire à ce niveau-là. Et puis, on a eu le témoignage très intéressant de Lily, qui nous a tous, je crois, touchés, et qui est un message d'espoir pour tout le monde. Donc, c'était une matinée très intéressante. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça aurait été bien d'avoir d'autres questions, mais bon, il y en a pas mal par écrit, donc je pense qu'on pourra répondre. Bonjour. Excusez-moi, j'aurais juste fait un petit commentaire. Alors déjà, j'ai répondu à quelqu'un dans le chat, mais le site du e-learning, il est ouvert pour tout le monde. On peut y accéder sur Internet. Ce n'est pas réservé que pour les patients d'Île-de-France. On a voulu qu'il soit national et même international parce que tous les patients qui habitent dans des pays francophones, même dans tous les pays, peuvent s'inscrire directement. C'est complètement gratuit. Donc, ils peuvent y aller sans aucun problème. Et je voulais juste donner en fait quelques cas de figure où on peut utiliser ce site. Alors, c'est vrai que ça, comme l'a dit Emma, ça permet d'apprendre un nouveau vocabulaire et de se familiariser avec le vocabulaire que le médecin emploie en consultation. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. On peut très bien l'utiliser si on se questionne sur la maladie. Plutôt que d'aller chercher sur Internet, et ben là, on a le site à disposition et on va apprendre, entre guillemets, de manière ludique. Donc, c'est vrai que ça va renforcer l'apprentissage. On peut très bien l'utiliser avant une consultation si on a déjà des questions à préparer sur son traitement, sur la diététique, pour voir si on avait déjà tout compris. Et puis même après une consultation, qui parfois sont relativement courts, on va donner nous beaucoup d'informations, et puis avec un jargon compliqué, parce que quand le patient entend débit de filtration glomérulaire la première fois, c'est pas évident à retenir. Et c'est vrai que si le patient n'a pas tout retenu, il sait qu'à tout moment, il peut revenir sur le site où on aura exactement les mêmes termes que l'on emploie, avec les définitions, parce qu'il y a le glossaire associé. Ça permettra vraiment de s'approprier tous ces termes et de mieux comprendre à la fois la maladie, mieux comprendre ce que le médecin a mis et en même temps mieux adhérer, on va dire, au traitement qui est proposé, à la diététique aussi qui est proposée. Très bonne initiative. C'est vrai que c'est beaucoup mieux que d'aller chercher sur Internet ou sur des sites X ou Y où on ne comprend pas tout et où on se fait des fausses idées. Donc, c'est une très bonne idée. Très bien, très bonne initiative. Bon, merci pour Nicolas pour avoir mené cette matinée de main de maître. Et puis, s'il n'y a rien à rajouter, on peut se faire prendre une pause. Juste vous souhaiter un bon appétit à tout le monde. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous convier au traditionnel buffet de la journée annuelle, parce que chacun chez soi. Moi, il y a des petits cèpes qui m'attendent, donc je vous souhaite un bon appétit. Je voudrais encore faire un hommage à Véronique qui a donné son rein, à Marielle qui a donné son rein, et à tant d'autres qui ont non pas guéri tous ces dialysés ou pas d'ailleurs, mais voilà, un hommage à tous ces donneurs vivants et décédés. Et merci à tous pour votre participation, une super collaboration, et à tout à l'heure 14h. À tout à l'heure à 14h, ce n'est pas terminé, il y a encore des sujets cet après-midi qui seront abordés. Bon appétit et rendez-vous à 14h précise. Moi, je voulais aussi, pour ajouter par rapport à Sandra, que moi aussi je peux remercier Dominique d'avoir donné un rein. Voilà. Merci. Merci, à tout à l'heure à tous. Bon appétit.